Welcome to the CEFI Summit Europe, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. Meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. You are looking at Management Teams and Leverage Buyouts, the 100 Days Post-LBO, Preparation and Execution of the Exit. Introducing Daniel Katz, avocat à cabinet Veil-Jourde. Vous retrouvez Frédéric Dubois, notre expert cobaye en chef, l'homme qui a vécu de l'intérieur le plus de LBO à Paris. Et puis Sophie Bléjean et son collègue dont j'ai oublié le prénom. Nicolas Meurant. Du cabinet Tage, qui sont fiscalistes. Notre sujet aujourd'hui maintenant, c'est le passage ensuite de ce qui s'est dit précédemment. Vous êtes arrivé avec Frédéric et Noël et Lionel Scotto jusqu'au closing. On arrive maintenant à une étape un peu différente qui est, on a signé vendredi soir, c'est super. Lundi matin, le management retourne au bureau et là, quid ? Donc on se retrouve dans cette période de mise en place, de démarrage du LBO, démarrage d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère pour la société qui normalement ne l'a pas vécu jusqu'à présent, sauf les cas de LBO secondaire, tertiaire, etc. Et puis question, on est là pour deliver the goods, comme on dit, donc pour l'exit. L'exit est programmé d'avance, elle est connue, elle est annoncée. Donc on va essayer de voir maintenant comment le démarrage des 100 jours amène à une exit, si possible, réussie. Et puis comment on repart sur 100 jours avec nos récidivistes. Voilà. Alors les 100 jours se voient de 3 aspects. Premier aspect, c'est pour la cible, pour les managers. C'est un peu une nouvelle vie. C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle religion. Une nouvelle ère parce que votre ancien actionnaire n'est plus, vos relations que vous aviez avec eux sont maintenant complètement du passé, et vous avez un nouvel actionnaire, un nouveau partenaire avec lequel vous allez envisager votre développement. Alors la nouvelle religion, c'est bien sûr le business plan, ça Frédéric Dubois l'a mentionné précédemment. Nouvelle religion parce que business plan, les fonds ne sont venus que parce qu'ils ont cru au business plan, que parce qu'ils y croient et que parce qu'ils vont s'assurer que vous puissiez, vous managers, maintenir la société sur les rails de ce qui est prévu au business plan. Une nouvelle ère également à l'ombre du contrat de financement. Pourquoi ? Parce que les contraintes, les fameux covenants des contrats de financement deviennent un peu l'alpha et l'oméga de la gestion, notamment financière de la société, avec une direction financière qui se voit maintenant imposer des contraintes très, très strictes de tout ce qu'il lui est possible de faire ou de ne pas faire en termes d'utilisation de ses ressources, pour ne pas gêner, à dire le moins, les conditions du financement prévues dès le départ. Également, en ce qui concerne les fonds, les 100 premiers jours, c'est la mise en place du dispositif. On s'est quitté vendredi soir, on a signé ça de documentation, et puis lundi matin, on est dans des choses un peu plus opérationnelles, à savoir notamment la mise en place d'un système d'information qui, s'il était avant trimestriel, sera certainement mensuel, qui, si avant il était aux normes
ex-French Gap, va devoir devenir IFRS, etc., etc. Donc tout un processus à mettre en place en interne pour permettre un meilleur reporting et un suivi très rapide et très efficient, le plus efficient possible, des conditions qui importent au fond, donc à nouveau les termes du financement et puis la réalisation du business plan. Donc construire les garde-fous pour le fonds et puis également mettre la locomotive sur les rails, ça veut dire permettre que l'ensemble du dispositif soit en place pour dérouler ensuite progressivement en vitesse de croisière jusqu'à l'exit. Quant aux prêteurs, pour ne pas les oublier, le deal s'est signé. Eux doivent être maintenant très vigilants à ce que l'ensemble des dispositions, alors c'est les covenants, mais c'est également dans les contrats de financement, il y a tout un tas de dispositifs d'information. Il faut prévenir les banquiers prêteurs d'un certain type d'opération, il faut prévenir d'un certain type de situation. Donc toutes ces obligations d'information permettent aux banquiers prêteurs ou aux mezzaneurs de rester attentifs et vigilants à ce qui se passe dans la boîte cible. Voilà, alors peut-être que pour illustrer le point de vue des managers, je vais envoyer la balle sur Frédéric Dubois, qui a vécu ça de l'intérieur, et j'allais dire son expérience est particulièrement intéressante, puisqu'il l'a vu à la fois la première fois et puis par la suite. Alors Frédéric, est-ce que les 100 premiers jours sont différents entre un premier, un secondaire et un tertiaire, entre le degré de surprise et la mise en place du dispositif? C'est sûr qu'un LBO tertiaire, et j'allais dire, les équipes sont déjà rodées, il y a peut-être moins de prêche à faire, il faut peut-être moins expliquer à tout le monde comment ça fonctionne, il faut peut-être moins expliquer au DAF les choses à faire et ne pas faire. Expliquez-nous un peu comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur. Alors, les 100 jours, d'abord, aujourd'hui, je ne serai ni Bonaparte, ni Villepin, parce qu'avec la France en feu, d'après CNN, c'est 100 jours quand même. Donc, les 100 jours sont critiques. Ils sont critiques parce qu'effectivement, alors, dans un LBO primaire, c'est la rampe de lancement, on rentre dans un nouvel univers, et n'oublions pas que cet univers est anglo-saxon, par définition. Donc, on doit tout faire en anglais. C'est avec les banques, avec les partenaires financiers, avec l'ensemble des intervenants, quels qu'ils soient, on passe un reporting à l'anglo-saxonne qui est mensualisé, qui est trimestriel, qui est fully audited semestriellement, etc. Donc on change l'univers, avec une transparence, une obligation de rigueur que souvent les Français n'ont pas toujours à l'esprit, qui est beaucoup plus draconienne que lorsqu'on est coté à la bourse. Et ça, c'est un des paradoxes. On se comparait une fois sur un sujet IPO ou LBO entre la Générale de Santé et nous. La Générale de Santé, paradoxalement, donne l'impression d'être très transparente et de livrer beaucoup d'informations. Ils n'ont pas de BP. Ils n'ont aucune obligation de présenter et de se soumettre à un BP. Ils ne font que vivre au quotidien et simplement d'aller à la rencontre des expectations, donc des attentes, des analystes financiers qui font leur BP. Donc, en fait, le paradoxe, c'est que ce n'est pas le BP du manager, c'est le BP des analystes. Et le manager ne fait que dialoguer avec des analystes qui eux-mêmes, ayant fait leur BP, voient si leurs estimations sont proches de la réalité présentée par le manager ou non. Dans un LBO, vous êtes à poil. Pendant 3 à 5 ans, véritablement, vous devez totalement vous dénuder et tout dire. Non seulement tout dire, mais tout prévoir. Donc il faut effectivement, sur la foi et la force de ce BP, qui, ne l'oublions pas, le plus souvent, repose sur un build-up. On ne parle pas d'achat d'un périmètre existant et simplement de continuer sur les mêmes bases, mais véritablement d'un build-up. Et c'était aussi l'un des aspects qu'on n'a peut-être pas tout à fait suffisamment souligné tout à l'heure pendant la première séance. Vis-à-vis des fonds, comment peuvent-ils se passer d'une équipe managériale dès l'instant où il y a du build-up? S'il y a build-up, ça veut dire que le management s'engage à délivrer effectivement une croissance. Et sans ce management, comment peut-il y avoir croissance? Donc comment un fonds peut-il imaginer même se substituer ou faire avec un autre management dès l'instant où la clé de la réussite, c'est le build-up? Donc build-up, c'est le BP. Et le BP veut donc dire qu'on a des hypothèses extrêmement détaillées pour dire comment, où et quand on va aller et avec quels moyens à mettre en place, etc. Donc premier carcan, c'est cette croissance dans le cadre du BP. Et il faut honorer le BP. Le BP, c'est la règle du jeu, donc il faut être dans les clous du budget. Il faut être réaliste, il faut être crédible, il faut ni surestimer, ni sous-estimer, il faut faire son BP. Deuxièmement, les banques. Vous avez des effets de levier qui sont effectivement nouveaux, et donc dans les 100 jours, tout d'un coup, vous découvrez que vous êtes d'abord, avant tout,
couconné par des banquiers qui, à travers tous les covenants du contrat de prêt, qui en général fait 150 pages, effectivement vous monitorent au quotidien et vous devez signer des ratios tous les mois et vous devez être dans les ratios. Donc non seulement dans le budget, mais dans les ratios. Donc véritablement là, il y a une nouvelle philosophie d'action qui se met en place, un mode de fonctionnement, il faut des nouveaux réflexes, il faut donc piloter sur une trajectoire qui va être fonction du budget pour la réalisation du BP et des covenants des banques. Essayer précisément de n'être jamais en défaut et toujours donc d'avoir ce confort, cette marge de sécurité. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Bien évidemment beaucoup plus pour un primaire que pour un secondaire ou un tertiaire. Je dirais qu'un secondaire ou un tertiaire, ça devient presque sous-cutané. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, des 100 jours. Ensuite, c'est soit la rampe de lancement, soit la phase de relance. C'est gestion de la deuxième ou de la troisième ou de la quatrième LBO, c'est une phase de relance qui, effectivement, très souvent est un peu agitée. C'est probablement une réalité. Les 100 premiers jours, il se passe toujours des choses nouvelles, des machins, etc. Bon, on traverse ces turbulences et l'essentiel, effectivement, c'est d'être au budget et surtout d'atteindre les objectifs à 3 ou 5 ans. Sur notamment les instruments à mettre en place, les instruments de reporting à mettre en place pour assurer les garde-fous. Vous avez parlé des normes comptables. Alors est-ce qu'il peut arriver qu'on découvre que finalement l'équipe n'était pas assez rodée pour... Ça, c'est au fond de former son jugement au départ lorsqu'il se propose donc de faire son offre et de s'assurer qu'effectivement l'équipe de management en place dispose des outils et des hommes nécessaires pour mettre en place ces reportings. Normalement, ça se passe en général plutôt bien. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grosses difficultés là-dessus aujourd'hui, en tout cas. D'accord. La plupart des managers parlent anglais. Et également, concernant le business plan, il faut peut-être noter quelque part, ça intègre pas, c'est pas intégré sur le slide, la nécessaire restructuration juridique qui doit avoir lieu assez rapidement après le closing, qui arrive notamment dans les cas où, par exemple, un fonds américain, alors ça c'est des questions fiscales, peut-être que Sophie développera plus tard, quand un fonds américain acquiert une société qui aurait une forme type SA qui leur conviendrait pas pour des raisons fiscales, à ce moment-là il faut transformer en SAS. Donc il y a tout un... Simplification d'organigramme, bien évidemment, maximum de SAS. C'est clair. Simplification juridique et fiscale, donc intégration totale dans la mesure du possible. Consolidation, ce sont les mots-clés, je dirais. Simplification d'organigramme, intégration fiscale, consolidation. Une fois que tout ça est mis en place, il faut optimiser en permanence. C'est un travail de gens compétents et spécialisés. D'accord. Donc là, disons que l'équipe relève les manches. Ça dure 100 jours, ça dure plus longtemps ? Les 100 jours, c'est les 100 jours. Mais une fois encore, ce n'est qu'un symbole, les 100 jours. C'est une rampe de lancement ou une phase de relance. L'important, c'est de faire le BP et le budget de l'année en cours. Tout dépend du moment où l'opération s'est dénouée. Une fois encore, il faut être au rendez-vous des premiers reportings de fin d'année. C'est ça la clé. Ok, alors on se retrouve maintenant, j'allais dire, embarqué dans ce LBO. On a passé les 100 jours, on espère avec succès, on espère qu'on a mis en place les dispositifs, on espère qu'on a fait les restructurations internes nécessaires, fiscales et juridiques. On a par exemple également d'un point de vue industriel réorganisé les divisions entre la production et la distribution, des choses comme ça, en vue d'une séparation éventuelle. Et puis on vogue et on s'approche maintenant de l'exit. Alors l'exit est toujours un événement prévu, un événement annoncé. Bon, alors il arrive des situations où on peut se faire appeler par un partenaire industriel très rapidement après l'opération et finalement vendre plus tôt que prévu. Mais globalement, c'est toujours anticipé. C'est anticipé notamment dans la mise en place des schémas. Alors Sophie va vous détailler ça plus dans le... des paramètres est prévu en amont, que ce soit au niveau du management package ou au niveau même des conditions de sortie des fonds. On sait en faisant une opération de LBO qu'on va sortir. On est sortant par définition. Donc l'exit est bien la chronique d'un événement annoncé. Alors je vais laisser la parole à Sophie qui va nous détailler un peu plus les mécanismes à mettre en place, la mise en œuvre des différents schémas qui étaient mis au point dès l'amont. Et puis ensuite, on discutera rapidement de quel type d'exit. L'exit naturel, c'est soit bien sûr la cotation en bourse, dans l'IPO, soit un LBO de génération supérieure, 3e, 4e, 5e, soit la revente à un industriel, et cette fois parfois de gré à gré ou autre, ou simplement dans des conditions concurrentielles. En fait, donc les trois types de sorties classiques, ce sont celles-là.
On s'est aperçu que tout au long de la journée, on vous a parlé de l'investissement lors du démarrage, des négociations, les 100 premiers jours et la sortie, mais sans vraiment détailler comment marchait un LBO d'un point de vue fiscal. Donc, quitte à sortir un tout petit peu du sujet strict de notre panel, j'ai décidé de vous présenter quand même les grandes caractéristiques d'une structure d'acquisition d'un LBO pour les aspects fiscaux. Quitte à passer ensuite sur les aspects qui vous concernent plus directement pour ce track 2, les aspects management. Je suis moi-même associée fiscaliste, mais uniquement spécialisée en fiscalité des entreprises, et donc je conseille les fonds pour leurs acquisitions. Et Nicolas Meurant est spécialisé justement dans la fiscalité des investissements des managements, pour plus utiliser le terme management package. Je vais donc rapidement vous décrire la structure type fiscale d'un LBO, dans la mesure où la sortie, en fait, ce n'est que la mise en œuvre de toute une préparation au moment de l'investissement du LBO. La fiscalité de la sortie, en général, le conseil fiscal n'est pas appelé. On est appelé au moment de la négociation, de la cession ou de l'achat, et ensuite, toute la mécanique est mise en place et prête pour faire une sortie la plus optimisante possible. Donc, le principal enjeu en termes de structuration fiscale, c'est optimiser la charge d'impôt sur les sociétés pendant la durée du LBO et ensuite optimiser la sortie, donc sur la plus-value de sortie. Comment est-ce qu'on optimise l'aspect impôt sur les sociétés? C'est en créant un véhicule d'acquisition qui sera une société française qui va acheter la cible et créer une intégration fiscale. Dans ce cas-là, vous aurez la dette au niveau de la holding d'acquisition qui sera imputée sur les profits qui seront générés par la cible. Pour pouvoir faire une intégration fiscale, vous avez besoin de 95% de la cible. Et Frédéric vous a indiqué qu'un des aspects, une des sorties envisagées d'un LBO, c'est l'IPO, donc la cotation en bourse. Là, si vous êtes du côté de l'acquéreur, le principal problème, c'est d'obtenir 95% des titres qui vont être placés. Enfin, quand vous achetez, pardon, si vous avez une société cotée et que vous achetez ce groupe qui est coté, pour avoir 95%, c'est en général extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment un cas problématique pour créer une intégration fiscale et vous aurez du mal en général à y arriver. On n'a pas d'exemple récent d'acquisition réussie en termes fiscaux après une sortie de société cotée. L'endettement, il vient de deux sources. Il vient de la banque, aucun problème à ce sujet-là, mais il vient aussi des fonds et potentiellement des managers. Les fonds, ils vont mettre un certain montant d'argent qu'on appelle equity, mais l'equity, on va le scinder en deux. Il va y avoir les vrais titres, le vrai capital social, et ce qu'on appelle le shareholder loan, donc les prêts qui viennent des fonds, afin de pouvoir facturer des intérêts à la cible et pour minimiser l'imposition du groupe intégré. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En France, la seule contrainte qu'on a au niveau de la déductibilité des intérêts sur ces prêts qui viennent des fonds ou des actionnaires, c'est si vous avez un prêt d'actionnaire direct. Donc dans mon schéma, si vous avez la holdco blanche qui faisait un prêt à votre newco, à votre nouvelle holding française, dans ce cas-là, vous auriez une limitation, c'est un taux maximum sur les intérêts que vous pouvez facturer sur votre emprunt. Du moment que vous évitez cette relation d'actionnaire direct, vous n'aurez pas de limitation sur le taux à partir du moment où les prêts sont quand même consentis à des conditions normales. Donc il faut quand même pouvoir prouver qu'une banque vous aurait fait une cotation similaire dans des conditions identiques. Alors, il y a pas mal de nouveautés qui se profilent à l'horizon au niveau de la déductibilité des intérêts. Vous savez, en France, on a une loi de finances qui est publiée chaque année le 31 décembre. Et cette année, dans le projet qui a déjà été publié, de nouvelles règles sur la limitation des déductibilités des intérêts vont être mises en vigueur, mais à partir du 1er janvier 2007, ce qui laisse le temps à tous les fonds de structurer, de restructurer leur financement. Mais donc, sachez qu'à partir du 1er janvier 2007, on ne regardera plus cette relation d'actionnaire direct ou non pour voir si on doit limiter la déductibilité des intérêts. À partir du moment où il y aura une relation directe ou indirecte de contrôle par le prêteur, il y aura une limitation qui sera en premier lieu un critère de ratio d'endettement, 1,5 pour 1,
donc ça fait 60% de dette pour 40% de capital. Sachez que dans la grande majorité, les fonds sont beaucoup plus gourmands et préfèrent mettre plus de dettes que limiter à 60% du capital. Il y aura un deuxième critère, si jamais vous dépassez ce 1,5 pour 1, vous pourrez quand même déduire l'ensemble des intérêts si ces intérêts ne dépassent pas 25% d'un EBIT ajusté. Mais dans la généralité des cas, vous serez au niveau d'une holding qui recevra des dividendes qui seront imputés contre des charges d'intérêt bancaires. Donc il y a peu de chances que vous puissiez atteindre ce deuxième critère dans les structures typiques de LBO. Donc ça, c'est une contrainte de plus auquel il faudra penser à partir de 2007. Il n'y aura plus de contrainte de taux. Il faudra néanmoins être en mesure de justifier que ce taux est normal, et donc il sera d'autant plus important d'avoir dans vos dossiers des cotations de la banque si jamais vous prêtez une tranche D, E ou un mezzanine avec un taux d'intérêt qui soit équivalent à celui que vous comptez mettre ou que les fonds comptent mettre dans la structure. Et en général, ces taux varient entre 10 et 12%. Les autres aspects fiscaux qui sont importants au niveau du LBO, donc il y a les droits d'enregistrement quand vous achetez une cible. En général, en France, ce n'est pas un problème. Quand on achète des titres de SA ou de SAS, il y a un droit d'enregistrement très minime de 3 000 €, sauf si votre cible est à prépondérance immobilière. Donc ça, c'est très important de regarder si l'immobilier représente plus de 50% de la valeur totale de vos actifs. Parce que dans ce cas-là, on arrive à un taux de 4,80%, c'est beaucoup plus cher. Autre point chaud, ce sont les frais d'acquisition. Lorsque on met en place une intégration fiscale, en règle générale, vous êtes obligé de créer une NewCo qui va par exemple la clôturer le 31 décembre 2005. Vous faites votre closing. Peuvent être très très significatifs, sont comptabilisés dans le PNL de la holding en décembre. Si ces frais d'acquisition sont enregistrés en charge et qui ne sont pas étalés, ces charges vont être dans le résultat fiscal de la holding avant l'intégration fiscale. Et cette perte fiscale ne pourra être imputée que contre les profits générés par la holding. Et par nature, une holding n'a jamais de produit taxable parce que tout ce qu'elle reçoit comme produit, ce sont des dividendes qui sont exonérés. Donc vos frais d'acquisition, ils sont coincés, entre guillemets, dans un exercice pré-intégration. Ce que tout le monde faisait jusqu'à maintenant, c'était de considérer que c'était des charges à répartir. Donc on les étalait, soit par fraction par cinquième, soit sur 5 ans, 5 périodes de 12 mois. Et du coup, seule une toute petite fraction de ces frais d'acquisition était coincée sur ce fameux mois de décembre avant l'acquisition. Les normes françaises de comptabilité ont changé. Et les frais d'acquisition, vous n'avez plus que, en principe, une alternative qui est soit ces frais d'acquisition sont intégrés dans la valeur des titres que vous achetez, donc pas du tout de déduction, soit ce sont des charges déductibles immédiatement. Et vous n'avez plus de possibilité de les étaler. Pour l'instant, pour essayer de pallier à ce problème, avec la place et notamment toutes les grandes sociétés d'expertise comptable, on essaye d'influencer le MEDEF, le CNC et l'administration fiscale pour dire qu'on pourrait les comptabiliser en tant que frais d'établissement, parce que les frais d'établissement sont amortissables sur 5 exercices. Donc, à nouveau, bénéficier d'un étalement. Mais sachez qu'il y a des groupes de travail en ce moment entre les organismes que j'ai cités et ils sont plutôt contre cette possibilité. Donc, il va falloir travailler sur d'autres optimisations qui sont un petit peu plus agressives pour avoir accès à la déductibilité de ces frais. Dernière nouveauté vue, la loi de finances l'année dernière, donc pour 2005, a prévu enfin en France une exonération des plus-values sur les cessions de titres. On aligne enfin la France sur les autres grands concurrents pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne et puis plus traditionnellement les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Cette exonération des plus-values sur cession de titres s'applique d'une façon très progressive. Donc les cessions de titres en 2005 sont taxées à 15%, en 2006 8% et à partir de 2007 votre plus-value sera entièrement exonérée à l'exception d'une quote-part de 5%, et cette quote-part de 5% étant imposée
au taux normal de 34%, ce qui fait un taux effectif d'à peu près 1,6%. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, là où tous les fonds, souvent, en tout cas pour les fonds étrangers, implantaient d'abord une holding, qui est ma société blanche sur le tableau, au Luxembourg, pour pouvoir avoir un véhicule d'acquisition qui ensuite permette une sortie en franchise d'impôt, puisqu'au Luxembourg, il n'y avait jamais eu de plus-value imposable. Là, on pourra maintenant éventuellement éviter d'avoir ces sociétés intermédiaires localisées au Luxembourg et avoir une holding française qui peut céder ses titres. L'imposition est beaucoup moins lourde si vous cédez à partir de 2007. Il faut que les titres aient été conservés pour au moins 2 ans et cette exonération ne s'appliquera pas aux sociétés à prépondérance immobilière, là encore. Donc ça, c'est la nouveauté pour l'exit. Ensuite, donc on parle toujours de sortie, on cède tout, c'est un nouveau fonds qui reprend, mais on peut aussi sortir via un refinancement, une recapitalisation ou une sortie partielle. Et là, dans le panel précédent, on vous expliquait bien l'intérêt pour un manager de bien vérifier qu'il peut liquéfier ou liquidifier son investissement, pas uniquement lors d'une sortie totale, mais également lors d'une sortie partielle. Le cas de figure que je souhaiterais évoquer ici est un cas spécifique, et je ne sais pas si ça concerne des investisseurs dans cette salle, mais où le manager est un petit peu le fondateur de la société et en fait reste un petit peu en filigrane tout au long de ses investissements successifs, ses LBO primaires, secondaires, tertiaires, et reste très impliqué dans la structure avec une forte détention. Donc, Monsieur F, c'est le fondateur, une personne physique. Il a déjà vendu une grosse partie de son business à un fonds. Et la situation de départ, c'est 55% pour la personne physique et 45% pour le fonds. Ils veulent sortir partiellement et donc font appel à un deuxième fonds qui va venir acheter des titres, mais on va en profiter également pour releverager la structure, donc rajouter de la dette dans le groupe intégré. Et en France, on a un piège qui s'appelle le Charas, qui va, dans certaines circonstances, limiter la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt. Donc il faut faire attention. Donc je vais vous illustrer ce cas. Donc on trouve un fonds numéro 2 qui est prêt à racheter des titres et à trouver une banque pour aider à financer cette acquisition. Et on veut que cet emprunt bancaire soit effectif au niveau du groupe intégré lui-même. Donc on veut consolider tout ça. Le fonds numéro 2 crée une NewCo. Et cette NewCo va avoir du cash par le fonds, va emprunter de l'argent auprès de la banque. Et à ce stade-là, Monsieur F, le fondateur, va faire un apport de titres, puisqu'il veut rester dans la structure. Donc un apport d'une partie de ses titres dans la holding à la NewCo. Donc immédiatement après ce schéma, cette étape, on se retrouve avec Monsieur F et le fonds numéro 2 qui détiennent conjointement la NewCo. Et ensuite, Monsieur F veut du cash. Céder, par ailleurs, des titres donc, au fonds numéro 2. Et vous avez donc la NewCo, qui est le nouveau véhicule d'investissement commun au fonds numéro 2 et au fondateur, qui, avec tout l'argent qu'elle a reçu du fonds numéro 2 et de la banque, va acheter des titres auprès du fondateur. Or, la NewCo, elle est détenue également par le fondateur. Et donc, vous êtes typiquement dans la définition du Charas, où une société, la NewCo, va acheter des titres, celle de la holding, auprès d'un actionnaire qui la contrôle. Donc, pour éviter d'avoir une restriction sur la déductibilité des intérêts dans ce type de cas de figure d'une sortie partielle, il faut absolument que le fondateur perdent le contrôle de la société, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'un fondateur reste très impliqué. Là, c'est typiquement les cas du manager qui gère toute la sortie, qui choisit son fonds, qui pose ses conditions. Pas du tout un manager qui suit, c'est un manager vraiment qui décide. Et il faut absolument faire attention à ce que ce manager n'ait pas le contrôle de droit, donc moins de 50% des droits de vote dans la NewCo. Et ça peut également se régler avec des actions à droit de vote multiples, où le fonds numéro 2 aura des droits de vote triples et le fondateur des droits de vote doubles, et le fonds 1, par exemple, s'il veut rester légèrement impliqué, des droits de vote simples.
Mais le contrôle de fait, ce n'est pas la seule chose qui compte. Il faut aussi pouvoir prouver que le fondateur n'a plus le contrôle de fait. Et là, on va regarder ce qui se passe dans le pacte d'actionnaires. Est-ce que le fondateur est révocable ou pas? Comment s'organisent les pouvoirs? Est-ce qu'il y a un conseil de surveillance où le fonds numéro 2 est majoritaire, qui peut avoir un droit de regard sur les décisions du fondateur? Donc tous ces éléments sont gérés dans le pacte de l'actionnaire. C'est l'aspect juridique qui est important. Donc c'était le cas du Charas. Ensuite, je ne sais pas si à ce stade-là, vous avez des commentaires, Frédéric. Est-ce qu'il réussit à apporter ses titres en sursis d'imposition? Ah oui, l'apport des titres se fait en sursis d'imposition sans aucun problème. En général, la fiscalité des managers, dès qu'il y a du cash en jeu, là, il faut s'interroger sur la fiscalité. Si ce sont des opérations en échange de titres, les sursis sont en grande majorité possibles. Alors, au niveau des managers, la fiscalité joue un rôle très important parce qu'en fonction de la façon dont va être structuré l'investissement des managers, la sortie sera plus ou moins rentable à cause de l'effet impôt. Ça, c'est la slide un petit peu, je dirais, qui vous explique tout en une seule slide. Si les managers sortent en plus-value, le taux d'imposition est à 27%, par rapport à une sortie qui ne serait pas en plus-value, on verra qu'il y a plusieurs cas de figure, où vous avez un taux d'imposition qui flirte avec le 50%. Donc, tout l'intérêt de la structuration du package de management, ça sera de faire en sorte que la sortie se fasse en plus-value et qu'elle ne soit pas requalifiée en quelque chose d'autre que la plus-value, notamment en salaire. Et ce n'est pas uniquement un problème pour les managers, parce qu'à la rigueur, les fonds pourraient se dire, bon, ben, c'est leur problème, c'est leur risque. Ce n'est pas uniquement un problème pour le manager, parce que s'il y a une requalification en traitement et salaire, dans ce cas-là, viennent s'ajouter les charges sociales, notamment patronales, et là, ça touche le fonds. Donc, ça vous explique pourquoi, lorsqu'on négocie un management package, le fonds et ses conseils vont être aussi très vigilants à faire en sorte que le package fonctionne. Donc, en fait, tout le monde a un intérêt commun à ce que ce soit bien structuré. À titre d'exemple également, on vous montre un petit peu valeur 2005, parce que les choses vont un petit peu changer en 2006, le taux d'imposition d'une personne physique en fonction de la sortie et de la qualification du revenu dont il en retire à la sortie, avec un exemple d'une plus-value de 1 million. Donc on retrouve sur la gauche le taux des plus-values à 27%. On parlera un petit peu plus tard du PEA qui améliorera encore plus ce taux d'imposition. Par rapport à un dividende, où le taux d'imposition effectif sera de 35%. Et ça, c'est important parce que, comme on vous l'indiquait au panel précédent, quand il y a plusieurs managers à partir de 15, et puis parfois on en voit 100, 200, ils ne vont pas investir en direct dans la cible. Donc ils vont investir au niveau du management co. Si c'est la management co qui, lors de la sortie, va céder les titres de la cible à côté du fonds. Donc le fonds et la management co cèdent toute la cible à un nouvel investisseur. Les managers vont se retrouver avec une belle tirelire, une management co avec une tirelire. S'ils retirent le cash de cette tirelire via une liquidation ou via un dividende, ils sont imposés à 35%. S'ils vendaient les titres de cette management co, ils sont imposés à 27%, voire 11% dans le cas du PA. Donc, lorsqu'on va, pour les raisons, je dirais, de gestion d'un ensemble de managers significatifs, convaincre les managers d'investir dans une société commune, une management co, les managers auront toujours derrière la tête un souci, mais comment va se passer la sortie? Qui va racheter mes titres? Est-ce que l'acheteur va accepter d'acheter mes titres ou est-ce que le fonds va faire son affaire de racheter mes titres? Les autres cas qui sont pires que les dividendes, ce serait requalification en traitement et salaire. Et là, c'est très important pour ça d'avoir un package qui soit similaire à un vrai investissement d'un entrepreneur qui prend un risque. Il faut que vous soyez à risque. Si c'est comme un salaire, quoi qu'il arrive, vous allez toucher votre plus-value de sortie. Si vous êtes licencié, vous ne la touchez plus. Si vous performez mieux, vous en touchez plus. Ça ressemble trop à une rémunération de votre performance en tant que cadre dirigeant de la société. Et donc là, le taux d'imposition s'élève à 48%.
Et les cas les pires, qui sont des cas de requalification par le Conseil d'État en distribution, le taux s'élève à 60%. Voilà les points clés pour pouvoir s'assurer que vous allez sortir en plus-value et non pas en traitement et salaire ou en autre type de revenu. Le prix d'acquisition doit refléter la valeur vénale. Si on vous propose, si un conseil financier habile ou un fonds vous propose, c'est trop beau pour être vrai, ça sera requalifié en traitement et salaire. Donc, la sortie en plus-value, avec l'avantage qui s'ensuit, elle a un prix, vous prenez un risque. Et le risque, c'est d'investir au départ. La date d'acquisition, ça c'est très important. La séance d'avant, vous parliez du calendrier, la nécessité d'impliquer les managers en amont ou au moins entre le signing et le closing. Mais que de deals où les managers, malheureusement, on négocie un package, on négocie à la va-vite les chiffres, mais il y a tellement de choses à faire, les juristes ont tellement de documentation à faire préparer qu'on y pensera après. Puis le temps d'y penser, le temps d'expliquer à tout le monde, surtout s'il y a plein de monde, 3 mois passent, 6 mois passent, 1 an passe. Les managers investissent 1 an après, et puis l'exit, au lieu d'être 3 ans après, on a trouvé un acheteur, et il ressort 3 mois après. Plus vous prenez du temps, et plus le temps d'investissement est court, plus vous prenez un risque, parce que l'administration, elle arrive après coup. Elle ne sait pas que vous avez tout négocié au départ. Vous avez pris un risque. Et elle voit qu'après coup, vous êtes rentré, 3 mois après, vous êtes sorti, vous avez fait 4 fois plus. Donc, c'est très important. Donc, la durée de l'investissement et la nature juridique des titres. Là encore, Lionel évoquait ce point. L'aspect plus-value concerne des titres, certaines catégories de titres, des valeurs mobilières bien connues. Et il y a aussi tout l'aspect, qu'est-ce qu'on peut mettre en PEA qui a de l'importance pour vous, pour une sortie en plus-value à moindre coût fiscal. Donc soyez très vigilants également sur la nature des titres qui vous sont proposés. Le PEA, c'est une façon d'améliorer encore plus votre taux d'imposition de sortie en plus-value, puisque vous passez de 27% à 11%. La première fois qu'on fait un investissement, l'intérêt est limité parce que c'est plafonné, on peut investir que 132 000 € par PEA. En revanche, dans le cas de LBO secondaire ou tertiaire, vous avez le droit de réinvestir toute votre plus-value. Donc l'avantage devient beaucoup plus significatif. Et là, l'important, outre le quantum, c'est également le support. Qu'est-ce que vous mettez dans ce PEA? Des actions, c'est très bien. Les actions peuvent être de sociétés françaises ou de sociétés européennes, ça vous donne de la flexibilité. Quand on commence à regarder des instruments qui vous donnent encore plus d'effet de levier, il faut commencer à faire très attention. Les BSA, oui, à condition qu'ils soient attachés à une action, donc des ABSA. Les sorties de managers, il y a aussi plusieurs types de véhicules, de management package. Le plus intéressant, sans aucun doute, ce sont les actions et les BSA. Mais il y a toujours cette caractéristique, cette prise de risque. D'abord, vous prenez un risque sur votre investissement, et puis il y a toujours un risque quelque part sur la requalification par l'administration fiscale. La sécurité, elle a un prix. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus sécurité qui ne sera jamais remis en cause, qui sont les stock options ou les attributions gratuites d'actions. Mais là, le prix, c'est qu'il faut en général garder l'investissement pour une période de temps qui va de 4 à 5 ans. Donc, vous êtes beaucoup plus bloqué avec votre investissement. Et puis, en général, également, le taux d'imposition est plus élevé que 27%. Donc, il y a un trade-off à faire entre la sécurité fiscale et le taux d'imposition. Moi, je voulais juste rajouter quelques considérations sur la question de l'exit, de quel type d'exit. Aujourd'hui, fin 2005, on voit que la saison des IPO n'est pas encore complètement revenue. À cela, il faut blâmer pour ça les conditions de marché générales. Alors on a peut-être une lueur d'espoir dans ce contexte, puisque depuis avril-mai a été créé en France un nouveau marché qui est un nouveau segment de marché qui est le segment dit Alternext, dont on ne sait pas encore complètement.
j'allais dire, l'efficacité économique, mais qui intéresse beaucoup les fonds parce que justement comme possibilité de sortie et de sortie peut-être plus rapide en tout cas qu'une sortie sur le marché j'allais dire classique. Donc à suivre de près cette possibilité de sortie sur Alternext. Attention également quand on envisage une sortie, il faut envisager l'IPO, donc l'introduction en bourse, comme une alternative. Ça veut dire comme une des branches de l'alternative, à savoir on ne va pas directement la tête dans le mur vers un IPO pour découvrir la veille que finalement l'underwriter vous dit oups non finalement le roadshow s'est mal passé, ou alors on décote de 50% le prix, ou alors on sort pas. Il faut avoir les deux pistes en parallèle. Il faut avoir une session, que ce soit un industriel ou un LBO secondaire ou tertiaire, et l'IPO. Il faut être capable de mener ces deux processus de front. Alors c'est très lourd pour la société en termes de disponibilité de ressources, mais c'est impératif. Sinon, vous allez vous retrouver avec un IPO où vous découvrez à un moment que non, le marché n'est pas preneur. Non, le marché n'est pas assez profond sur votre domaine d'activité. Non, les investisseurs sont pas excités par votre histoire, par votre développement, par vos produits, etc. Donc attention, l'IPO, c'est bien à mettre dans la balance avec un autre mode de sortie. C'est très dangereux d'y aller directement. C'est d'ailleurs toujours dangereux même pour une sortie classique. On n'est jamais sûr d'avoir un acheteur, mais disons qu'avec l'IPO, vous n'avez qu'un acheteur. Vous n'avez qu'un marché potentiel pour vous quasiment, et donc il faut bien avoir en tête qu'il faut une alternative. La session industrielle, une chose à garder en tête également, c'est que ça paraît simple de se faire acheter en cash par un concurrent ou par un acteur du marché. Vous avez des fois, et très souvent sur les dernières années, où finalement le marché du M&A était un marché beaucoup plus de vendeurs industriels et d'acheteurs financiers que de cédants industriels, pour des raisons de cycle. Vous avez finalement des acheteurs qui sont peut-être cotés en bourse, mais avec une faible capitalisation et qui en tout cas n'ont pas le cash pour faire l'opération, qui pourtant, point de vue industriel, a un grand sens. Et puis vous avez des fonds qui poussent à une sortie et un management qui bien sûr est très intéressé par cette perspective. Et donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes amené à accepter un échange de titres, par exemple. Alors j'ai vu ça récemment, où la société industrielle qui était prête à racheter la cible était finalement un peu moins grosse qu'elle, mais cotée, et l'importance relative des valeurs des deux sociétés faisait que finalement c'est l'acheté qui a dû faire un audit de l'acheteur pour s'assurer qu'on avait un intérêt à prendre ces titres. Parce que le marché n'était pas hyper liquide, parce qu'il y avait des opérations de build-up récentes sur la société acquéreur qui faisait qu'on avait quand même une faible visibilité, même sur un reporting public de sociétés cotées. Donc on s'est retrouvé, alors même qu'on était vendeur, à finalement faire des due diligence, etc., sur un gros groupe qui avait certes au passage, au moment considéré, une petite valorisation boursière, mais en tout cas beaucoup de due diligence à faire. Et donc ça introduit une lourdeur dans le processus de sortie qui était assez inhabituelle. Enfin également concernant les LBO secondaires, alors c'est plus une question pour Frédéric, ça introduit forcément plus de pression puisque on peut pas s'éviter de penser qu'il y a un effet un peu inflationniste. Est-ce que sur le management, donc question un peu ouverte, est-ce que du point de vue du manager ça introduit pas plus de pression, et notamment des fonds qui se repassent la patate chaude, excusez-moi l'expression, jusqu'à un hypothétique IPO ou un rachat par un gros industriel étranger qui viendrait faire ses achats en France. Comment c'est vécu de l'intérieur, justement, ce côté, à chaque fois, plus de pression, moins de marge de manœuvre, certainement financièrement ou, C'est une bonne question, et avant d'y revenir, puisque dans le journal du dimanche de ce week-end, vous allez sans doute voir, il y a un grand article sur les fonds d'investissement, mais la méthode, je dirais,
pédagogique, vulgarisation pour le grand public, où effectivement il parlait du risque de bulles spéculatives et que finalement on passe toutes ces affaires dans le seul intérêt finalement d'une rentabilité exacerbée de financiers qui n'ont que faire du management et des salariés qui en définitive vont taper dans le mur un jour. Mais avant de revenir sur ce point, je voudrais juste rajouter, on parlait des 100 jours jusqu'à l'exit, pour un petit peu illustrer encore une fois l'expérience live et le paradoxe de la chose. Ces phases de LBO durent entre 3 et 5 ans, comme vous le savez. C'est l'horizon CDD classique. Il faut 6 mois pour mener à bien une opération, parfois un peu moins qu'on a réussi à le faire, mais la durée normale, c'est presque 6 mois. Donc tous les 3 à 4 ans, voire 5 ans, il y a donc 6 mois qui sont dédiés à une opération ponctuelle extrêmement lourde, qui mobilise l'intégralité du management et l'ensemble des intervenants sur un seul but, la transaction. Donc tout est un peu figé, on a une espèce de no man's land pendant 6 mois. Ensuite, ça redémarre avec les fameux premiers 100 jours, et on a de nouveau 3 ans de croissance, avant d'arriver à un palier qui va en fait être le plateau